Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Alors moi c'est Adrien, je suis élève analyste à l'IFI et donc la dernière fois j'avais été défini comme spécialiste du parcours, ce qui est vrai, mais je ne suis pas seulement ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est changement de société et j'aime essayer d'expérimenter les choses de la vie pour en tirer des conclusions en lien avec ce que j'ai pu lire ou autre. Moi, je serai sûrement plus court que les interventions précédentes, parce que de toute manière, c'était plus court, et aussi parce que j'ai pas pu avoir accès en fait au travail que j'avais préparé à cause d'un problème technique. Je vais essayer de faire avec ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ce qui ressort quand même. C'est le thème du jour, trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est bien. Donc j'ai eu envie de vous parler de la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot en fait dont j'avais d'abord dans ma vie entendu parler plutôt pour par exemple la souveraineté nationale dans des programmes politiques, d'ailleurs souvent en lien avec l'extrême droite. Donc même si l'idée me semblait légitime, je ne m'étais pas forcément intéressé plus que ça au sujet. On parlait aussi de souveraineté pour parler par exemple des rois ou des dieux, mais assez peu de souveraineté personnelle en fait de l'être humain. Souveraineté, ça vient du latin superus, qui veut dire au-dessus. Donc on peut se demander en fait dans nos vies qu'est-ce qui est au-dessus. Donc est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est encore au-dessus l'Union européenne, les multinationales, des entreprises, des sociétés plus ou moins secrètes qui dirigent le monde? Est-ce que c'est la science? Si oui, quelle science? Plus fort. Pour moi, toutes ces réponses en fait peuvent être valables parce qu'il y a une part de vrai dans chaque réponse et tout dépend en fait de ce qu'on laisse en fait gouverner nos vies. Donc moi, je pars du principe que il serait nécessaire, utile et légitime que chacun puisse avoir le libre arbitre sur la façon dont il dirige sa vie. Donc que chacun soit en fait son propre souverain. En fait, notre être est un territoire souverain. Et on peut voir ça comme en fait un micro-univers que nous allons gouverner pour essayer d'être utile et impliqué dans tout cet univers plus global. Déjà diriger soi-même, c'est déjà énorme parce qu'on est constitué de 30 milliards de cellules. Et on abrite également plus de 30 milliards de bactéries. C'est déjà tout un univers à gérer. En parlant de bactéries, j'avais écrit récemment un texte qui parlait de la nécessité d'accepter et d'apprécier sa part d'ombre. Et un ami m'a fait remarquer qu'on était constitué de plein de bactéries qui sont essentielles en fait à notre survie et à notre production. Et que si on les regardait au microscope, on serait horrifié en fait par leur apparence, et c'est pourtant quelque chose qui nous constitue et qui est essentiel à notre survie. Je trouvais que c'était intéressant comme mise en perspective. Donc pour moi, il est urgent actuellement face aux multiples injonctions qu'on subit ou qu'on reçoit sans les subir forcément, de reprendre son propre pouvoir créateur. Et pour être souverain, il faut également évidemment prendre en compte la souveraineté de chacun, donc c'est le classique. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et on est aussi, pour moi, souverain, donc créateur, tout en étant conscient qu'on fait partie des lois de l'univers, que je vais développer ensuite. Aujourd'hui, on entend souvent dans le monde du développement personnel ou dans le New Age qu'on serait au passage d'un nouvel âge, une nouvelle humanité, une nouvelle terre. Personnellement, c'est des théories qui me parlent beaucoup et elles puisent leur fondement dans différentes traditions, dans plein de traditions. En fait, on retrouve cette idée-là. On peut parler par exemple de la cosmogonie hindoue. Donc, dans l'hindouisme, on considère que l'univers évolue et s'accroît à travers un cycle de 4 âges. Ces 4 âges sont le Tetra Yoga, qui est un âge d'or. Il est suivi c'est Krita Yoga, l'âge d'or, suivi de Tetra Yoga, l'âge d'argent, Dvapara Yoga, âge de bronze, et Kali Yuga, l'âge de fer,
ou âge des ténèbres. Et actuellement, on serait en train de vivre cette période-là, le Kali Yuga. Donc, ça explique aussi pourquoi ça semble aussi chaotique autour de nous. Mais on serait, bon après il y a plusieurs théories, hein, mais à la fin du Kali Yuga, vers une transition vers un nouvel âge d'or. Et cet âge d'or, en fait, c'est en le cultivant à l'intérieur de soi qu'on va pouvoir ensuite le manifester sur l'extérieur. Cette idée est aussi la même que dans le calendrier Maya, qui se terminait en 2012, parce que c'était en fait la fin d'une ère, et là maintenant on est prêt à passer encore une fois à un nouvel âge. Et dans l'astrologie plus occidentale, on parle d'ère du Verseau, qui serait au moment de débuter. L'ère du Poisson a duré probablement 2160 ans, et elle était caractérisée par une puissance des religions, des différents contrôles de façon de penser. L'âge de Verseau, ce serait quelque chose de plus fluide et plus coopératif, en fait, où chacun pourra libérer ses potentiels et vivre selon ce qui est juste pour lui-même. Il y a beaucoup de théories différentes là-dessus, et évidemment, ça serait quelque chose qui durera longtemps, une phase de transition. On ne va pas se réveiller d'un coup dans l'âge du Verseau et vivre comme dans la Belle Verte. Ça serait super, mais ça va être compliqué. Mais selon moi, la meilleure façon d'incarner et de créer ce nouveau paradigme, c'est de le vivre comme ça, en fait. Donc en vivant le plus possible dans l'amour universel, le don, en faisant de son mieux pour ça. Et en fait, voilà, créer le monde dans lequel on a envie de vivre et le visualiser, le créer, le vivre, tout faire pour qu'il advienne en imaginant déjà le vivre en fait actuellement. Dans ces théories, on parle souvent aussi d'un passage très chaotique où l'humanité va devoir faire un choix entre deux futurs possibles. Pour moi, c'est deux futurs possibles. Donc le premier, c'est celui peut-être qui est le plus visible actuellement. Donc ça serait voilà, une société avec toujours plus de contrôle, où il n'y aura plus aucune place pour le sujet, où chacun sera des objets. Et bon, personnellement, pour moi, la cause, on va dire, un peu cachée, ou derrière tout ce qui se passe actuellement, derrière la crise sanitaire, c'est de nous mener vers le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'idée que l'être humain n'est pas suffisant tel qu'il est et qu'il a besoin d'être modifié. Donc voilà, on va devoir lui créer des implants pour pouvoir penser différemment, se connecter à des machines, repousser la mort, la maladie, et créer une identité numérique. Enfin, l'idée que voilà, tout l'être humain soit inclus dans un programme en fait qui ne tient plus compte de son identité, mais qui soit voilà, un rouage d'une machine en fait. Et pour moi, cette idéologie transhumaniste, pardon, elle a un poids très important qui fait qu'elle joue sur la peur principale des êtres humains, qui est la peur de mourir tout simplement. Et en leur proposant voilà, une porte de sortie face à la mort, qui est le tabou principal de nos sociétés, surtout en Occident, je pense, on a vraiment mis la mort de côté. On voit les personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite. La mort, c'est un sujet auquel on parle très très peu, surtout depuis qu'il n'y a plus de religion, les gens ont moins de spiritualité. Pour certains, d'autres personnes arrivent très bien à vivre cette idée de la mort, mais je pense que c'est voilà, un des problèmes principaux. Et le transhumanisme voilà, propose une solution toute faite et pratique à ce problème. L'autre direction vers laquelle on pourrait se diriger, c'est un retour à soi-même et la connexion à la nature et la vie, à notre présence à nous-mêmes, à nos possibles. Et voilà, penser que le futur peut être différent que par l'ultra-technologie,
le contrôle, enfin, qu'on a en fait en nous le moyen de créer autre chose. Et pour ça, du coup, il va falloir passer par plusieurs étapes. Donc la première qui est inévitable, je pense que c'est ce dont tout le monde a parlé, processus d'individuation. Ensuite, on va essayer de prendre conscience qu'on fait partie de la nature, donc pour se reconnecter à la nature et de la même façon à notre propre nature. Et ensuite, selon moi, ce sera se reconnecter à la communauté, à la tribu. Donc voilà, pour moi, une des clés de la compréhension de son incarnation dans le monde, ça va être d'intégrer des lois de l'univers qui sont primordiales à la compréhension du monde dans lequel on est et qui, selon moi, encore une fois, peuvent prévaloir sur les lois humaines qui ont été créées par la suite. Ces lois universelles, il y en a plusieurs. Parfois, certains disent 7 si on se base sur le Kybalion, d'autres en donnent 12 ou 14, enfin, il y en a plusieurs. Désolé, je me perds un peu, j'essaie de me rappeler. Donc oui, ces lois universelles, elles nous viendraient de très très longtemps, peut-être de l'Égypte antique ou même encore avant des Atlantes. Donc elles auraient été pour la première fois émises par Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, c'est un personnage mythique entre homme et Dieu, on ne sait pas exactement, et ça signifierait 3 fois très grand, peut-être 3 fois pour le corps, l'âme et l'esprit. Donc il a émis les principes de l'alchimie. Ils ont été ensuite retranscrits dans différents écrits, comme les tables d'émeraude et le Kybalion. Le Kybalion, c'est un texte écrit par 3 initiés qui retranscrit de la manière la plus claire toutes ces lois de l'hermétisme. Donc il y en a plusieurs. Il y a la loi du mentalisme. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce qui existe est d'abord une représentation de l'esprit. Donc le monde tel qu'on le voit, on peut le voir comme ça parce qu'on l'imagine comme ça. Et tout ce qui existe, en fait, existe d'abord à l'intérieur. La loi de la polarité, c'est peut-être la plus connue. C'est ce qui est... des correspondances. Polarité, ça vient après. Les correspondances, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc en fait, dans l'univers, tout répond à un même modèle, en fait. Que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, on trouve les mêmes structures. Et rien n'est séparé. Donc on est tous unis, tout est dans tout et tout est la même chose finalement. La goutte d'eau est dans l'océan et l'océan est dans la goutte d'eau. On a également la loi de la vibration. Tout est vibratoire, rien n'est figé, tout est en mouvement sans cesse. Cette dimension vibratoire des choses, elle a été montrée déjà par Tesla qui disait si vous voulez comprendre le monde, réfléchissez en termes de fréquence et de vibration. Et elle nous est confirmée maintenant par la physique quantique. De ça découle la loi de l'attraction, donc c'est peut-être celle-là la plus connue. L'idée qu'en fait ce qui crée notre réalité, c'est ce qu'on va vibrer qui entre en résonance avec des fréquences qui sont similaires. Donc à partir de ça, on comprend qu'on est créateur de nos propres vies et rejeter la faute sur l'extérieur devient de moins en moins intéressant. On a aussi la loi de cause à effet. Donc ça, on appelle aussi souvent le karma. C'est l'idée qu'en fait, tout a une conséquence et une réaction. Donc ce qu'on envoie dans l'univers va toujours créer des effets. Et encore une fois, c'est pareil, on se rend compte de son pouvoir créateur et de la nécessité de faire les choses avec justesse, parce que sinon tout va finir par revenir et avoir un impact.
Oui. Excuse-moi, justement, le pouvoir créateur, c'est pas plus la loi du dharma. Le fait de planter des graines plutôt que la cause à effet. Excuse-moi, tu peux répéter? La loi du dharma, plutôt. Le fait de planter des graines et de les récolter est pas plus dans la création que la loi du karma. Mais ça, c'est pas dans le Kibalion en fait. C'est pas vrai. Le dharma, c'est là. Dharma, c'est le chemin. Oui. Ah, c'est dans le texte, oui. Non, mais c'est parce que c'est pour ça qu'on C'est l'ensemble de la doctrine du dharma. Le karma, c'est la cause et effet. C'est le karma, en fait. C'est bien le karma. Oui, Le dharma, c'est l'enseignement. C'est plus pris dans l'enseignement global. En fait. Le karma, c'est plus. Ouais. C'est bon, on est d'accord du coup? Oui. Ouais. Oui. Ok, super. Il y a la loi de rythme. La loi de rythme, en fait, c'est l'idée des cycles. Tout prospère et finalement se dégrade. Et en fait, nous-mêmes, on est aussi soumis à des cycles. C'est quelque chose qu'on oublie souvent en se déconnectant de la nature. Et je crois que j'ai tout dit. Il reste aussi Ah oui, la loi de polarité, c'est important. Donc, c'est l'idée que tout existe avec son contraire. Donc, en fait, on a tendance à voir des contraires comme des choses opposées. Mais en fait, ce sont juste en fait, la même chose. Comme, imaginons une droite, en fait, les deux sont à l'opposé. C'est comme s'il y a une direction avec deux sens, mais finalement, on parle de la même chose. Donc, on peut parler de, par exemple, le jour et la nuit, l'amour et la haine, tout ça, c'est en fait la même chose, mais qui revêt une apparence opposée en fonction du regard qu'on porte dessus. Pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, personnellement, c'est encore une théorie personnelle, il me semble que les deux directions dont j'ai parlé, donc le transhumanisme et le retour à la nature, elles vont finir en fait par se réunir dans un futur commun, justement par un accroissement de la conscience et le fait que la technologie va rejoindre la spiritualité. Et une autre loi qui régit l'univers, c'est la loi, attendez, faut que je retrouve le nom. Je crois que c'est la loi du genre, voilà, c'est ça. Ça s'appelle la loi du genre. L'idée que toute chose, en fait, a un principe masculin et un principe féminin, et qui sont à la base de toute création. Donc, en chacun, il y a une partie masculine et une partie féminine, qu'on soit homme ou femme, et l'idée va être de les équilibrer pour s'individuer. C'est aussi ce que Jung appelle donc l'anima et l'animus. Donc voilà, je suis passé par ces lois de l'univers pour montrer le fait qu'en fait, même si j'essaye de montrer que chacun est souverain, il est important de se rendre compte en fait qu'on est dans un cadre et que même en défendant sa souveraineté personnelle, ça ne veut pas dire du coup qu'on va faire n'importe quoi parce qu'on a la conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand et savoir qu'on est responsable de ce qu'on crée et des conséquences que ça va créer dans l'univers. Alors concernant l'individuation, on passe en fait en général la première partie de sa vie à intégrer des façons de se comporter pour créer une sécurité affective. Donc selon moi ça commence même avant la naissance, parce que quand on est dans l'utérus, en tant que fœtus et même embryon, on va déjà emmagasiner des émotions et créer des stratégies pour pouvoir être accepté. Donc ça, c'est les travaux sur les mémoires prénatales qui montrent ça. Et le nouveau paradigme qui tend à démontrer que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais que la conscience existe bien avant, montre que justement, voilà, il se passe plein de choses, que ce soit même au niveau karmique, avant en fait la naissance et même avant l'arrivée du cerveau dans la création d'un être. Donc on passe voilà, la première partie de sa vie à créer ces choses. Ça me fait penser à une phrase
rappeur qui s'appelle Zippo. Il disait j'ai bientôt 30 balais et quand je fais les comptes, ça fait 15 années de formatage intellectuel, suivi de 15 années à réapprendre à penser par soi-même. Et crois-moi, c'est un taf à plein temps. Je commence à peine à apprendre à fermer les tympans. Donc voilà, on reçoit. Et en fait, le chemin vers la souveraineté, je pense que c'est réussir à être maître de ce qui rentre en fait ou ce qui rentre pas. Donc ça va être valable pour tout en fait, pour l'alimentation. La nourriture, c'est de l'information en fait, qu'on va envoyer à nos cellules. Donc si je mange n'importe quoi, j'envoie des informations qui font que je ne me respecte pas moi-même. C'est pareil pour tout ce qui est substance, tout ce qui est Le son est parti. information aussi en tant que les idées, les énergies qu'on va prendre. Plus en fait je laisse entrer à l'intérieur de moi ce qui n'est pas moi et ce qui n'a pas de sens, plus je vais pouvoir être contrôlé par l'extérieur. Vas-y, continue. Il y a un problème de son en fait. Ah ok. Comme ça me permet de réfléchir un peu. Tout le monde, pas de son, d'accord. Comme le disait tout à l'heure Dominique, la société de consommation, en fait, c'est le contraire de la souveraineté parce qu'elle nous invite toujours à nous remplir de quelque chose qui finalement n'est pas nous. C'est comme remplir un trou sans fond. On va manger, on va acheter, on va consommer. Et finalement, est-ce que ça va nous faire grandir? Non, parce que c'est du but et ça n'a pas de sens finalement. En fait, on remplit un trou qui n'a pas besoin d'être rempli parce que c'est pas nous. En fait, on va juste du coup nourrir un ego, s'identifier au paraître, à l'avoir. Et finalement, c'est pas nous qu'on nourrit, c'est une part de nous qu'on pense vouloir représenter. Je pense aujourd'hui qu'il est important, quand on fait quelque chose ou quand on reçoit une information, de décider si on y consent ou pas. Pour ça, il faut se demander, est-ce que la situation qui m'est proposée est juste? Est-ce que c'est légitime? Et est-ce que ça résonne avec mon envie profonde? Si les réponses sont non, peut-être c'est le moment de faire autre chose. Et faire autre chose, c'est incarner son propre élan de vie. Donc incarner son propre élan de vie, pour moi, c'est faire uniquement ce qui a un sens pour nous. Et on est les seuls à savoir ce qui a du sens pour nous. Certains appelleront ça la légende personnelle ou l'ikigai en japonais, la joie de vivre. Pour moi, c'est essentiel d'incarner ça parce que en fait, faire ce qui nous plaît, c'est en fait le meilleur service qu'on puisse rendre à l'humanité, parce qu'en faisant quelque chose qui a du sens pour nous, on va être utile dans ce qu'on fait en fait. Alors que tant qu'on continue à jouer des rôles, à jouer un rôle social, à jouer voilà, une personne ça veut dire masque en latin, on n'est pas soi-même. Et une phrase que j'aime bien aussi, c'est j'ai décidé d'être moi-même parce que tous les autres étaient déjà pris. C'est aussi important d'accepter toutes ces parts, ce qui fait partie de l'individuation. Une autre phrase encore que j'ai aimée, c'était incarne-toi et tu m'incarneras, Dieu. C'est une citation que j'avais vue comme ça de Dieu. Je ne sais pas en fait qui l'a trouvée, mais ça me semblait très juste en fait. Tant qu'on ne s'incarne pas pleinement, on aura toujours cette part d'ombre en fait qui va venir nous parasiter et se manifester dans l'extérieur par justement la place que les autres vont prendre parce qu'on leur laisse cette place. Alors qu'une fois qu'on est complet, en fait, on devient indivisible et donc inatteignable par le monde extérieur, en fait. C'est normal, en fait, que le monde extérieur vienne prendre une place en nous si on lui laisse cette place. Alors que si on ne la laisse pas, on devient plein et on peut voilà, manifester ce qu'on souhaite.
Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question, donc on va parler un peu plus de politique avec ce qui se passe maintenant. Moi, j'ai beaucoup participé à différents mouvements sociaux. Donc, j'ai commencé par les Nuits debout, les Gilets jaunes et récemment au mouvement contre le pass sanitaire. J'ai beaucoup d'amour en fait pour ces gens qui décident de se réunir pour clamer leurs idées ou une façon de vivre qui leur semble plus juste. Et récemment, il y a un manifestant, mais du coup, je n'ai pas les images à vous montrer, mais il avait un panneau qui disait « Si la liberté n'était pas le pass, mais une plus haute présence à soi-même et à ses possibles pour sortir de la vampirisation de ceux qui se pensent puissants. » Donc, il me semble en fait que tout le monde tel qu'il est actuellement, avec les privations de liberté, les directions qu'il prend, on est responsable en fait d'avoir consenti à ça, alors qu'en fait il suffirait de dire non et de rester enfin il suffirait, c'est compliqué, mais je pense que la façon la plus efficace et juste de se positionner, c'est en fait de refuser pleinement quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Un exemple qui me vient, moi je ne juge pas en fait certaines façons de faire, je pense que tout est juste en fonction de chacun, je présente ce qui moi est juste pour moi. Il y a beaucoup de gens qui vont par exemple utiliser un faux pass sanitaire dans le but de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant ou de changer le système de l'intérieur. Peut-être que c'est juste dans leur chemin de vie. Personnellement pour moi c'est consentir en fait à quelque chose qui pour moi n'a pas de sens. Du coup, il me semble que le meilleur moyen d'incarner pleinement le monde qu'on souhaite, c'est de ne pas consentir pleinement à ce qui n'a pas de sens pour nous. C'est un point de vue. Oui, dis-moi. Parce que moi, j'ai le cas inverse, c'est plutôt des patients qui font des faux vaccins. Est-ce qu'ils sont personnels soignants et qu'après avoir été mis à pied, ne plus avoir de salaire, est-ce que consentir à faire un faux vaccin, ça est dans le sens effectivement d'approbation des gens? Si c'est pour effectivement défendre une part évidente de leur métier, de gagner d'argent, soutenir leur famille. Parce que eux se posaient la question, alors moi je me la pose, mais c'est-à-dire qu'eux étaient mis dans un état dépressif d'avoir fait un faux vaccin, d'accord, pour pouvoir retrouver leur poste, alors qu'ils avaient été mis à pied. Tu as parlé de faux vaccins. Oui, c'est ça. Sanitaire, c'est pour la vie extérieure. En fait, le faux vaccin, c'est quand on est profession médicale et qu'effectivement, il a été rattrapé par l'ARS et qu'on n'a pas le choix. Et autres. Donc, ah oui, c'est pour ça que je dis en fait que c'est mon positionnement personnel en fait. Je comprends en fait quelqu'un qui va prendre cette solution parce qu'il pense que c'est le plus juste à faire et que ce sera le meilleur moyen de continuer à être utile à la société. Personnellement, j'envisage les choses différemment en fait. Je me dis qu'on pourrait déjà avoir la force du nombre si plus de personnes refusent de s'allier avec quelque chose qui n'a pas de sens pour elles. Ensuite, on pourrait s'organiser différemment, voilà, créer nos propres centres de soins, créer nos propres villages. Enfin, c'est ce sur quoi je vais venir ensuite. Mais après, voilà, tout est juste. Pour moi, dans ce système, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne résonnent pas. Disons que on vit dans un pays en fait qui a acquis sa prospérité grâce à la vente d'armes, la vente de médicaments, l'accommodage avec des différents lobbies de plein de secteurs qui pour moi ne servent pas à l'intérêt commun en fait. Par exemple, l'autre jour là j'ai vu une information, la France vient de vendre 80, avoir un contrat pour vendre 80 Rafales ou quelque chose comme ça, et du coup ça va créer plein d'emplois, tout ça, enfin, c'est vu comme quelque chose de positif. Pour moi, créer des guerres et en tirer de l'argent, même si peut-être que c'est positif que ça crée de l'emploi, c'est pas quelque chose que je peux considérer comme acceptable. Et il y a plein de choses comme ça en fait avec lesquelles
on s'accommode, qui pour moi ne sont pas acceptables en fait. Donc je vois plus de justesse, encore une fois personnellement, dans un positionnement radical de dire bah voilà ça c'est pas en accord avec moi, du coup je ne peux pas le cautionner. Chacun s'individue à la manière dont il est capable, capacitaire de s'individuer à un moment donné. Et ce qui régit aujourd'hui la société, c'est quand même une grande peur. Enfin, ça fait renaître énormément de refoulement, tout ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, ça se passait pas avant, on était quand même dans une société très individualiste, hein, où de toute façon, les émotions étaient dues à des refoulements, on va dire, des émotions négatives. Bon, là, ça exacerbe effectivement ces émotions. Et chacun le vit à sa manière, et chacun n'est pas capacitaire justement de par les injonctions sociétales, éducatives, etc., à pouvoir vivre les choses de la même manière. Donc, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Ceci dit, ce n'est pas facile à mettre en pratique pour tout un chacun. Entrer en rébellion, en révolution n'est pas du propre de tout le monde. Et ce que tu dis, c'est très vrai, mais après, chacun, de par son individuation personnelle, peut permettre, on va dire, un rayonnement vibratoire plus intense afin que les autres puissent également se mettre à ce niveau-là. Mais je pense qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont être en dilemme en utilisant des faux, d'autres qui ne le seront pas. Il y en a qui ne seront pas capacitaires, de toute façon, à aller contester. Donc je pense que quand on revient à l'individuation, c'est question d'individualisation personnelle par rapport à nos vécus et les injonctions qu'on a eues. C'est très vrai ce que tu dis, c'est bien hein, cet appel-là, moi je l'entends. Par exemple pour moi, même si je l'entends, c'est difficile à mettre en place, parce que ça sous-entend finalement de demander à tout le monde de dire non. Et chez certaines personnes, ça sera très difficile parce qu'elles ne vont pas le penser. Tout le monde n'est pas dans le même mode de pensée. Comment vas-y si tu veux. Oui. Sur la véracité, sur la véracité. Oui. Parce qu'Adrien travaille, parce que comme on est sur le versant politico-sociétal, on va... désolé. Parce que ça mènerait trop loin. Ce qui a amené comme réflexion Adrien, c'est plein de choses. C'est déjà la spécificité dans laquelle on essaie de travailler à IFI, qui est déjà de ramener la tripartition de l'être, corps, âme et esprit, hein, c'est ce qu'il a voulu ramener. Comment en fait les paradigmes, si on veut tous faire un consensus sur quelque chose, il y a un changement de paradigme à l'heure actuelle d'une société qui a un cycle s'arrête, on part sur autre chose. Après on le voit comme on a à le voir selon nos propres représentations. En tout cas on s'accorde. Dans Émilie aussi qui était très proche de là, on voit bien que dans ces ados qui sont là, il y a quelque chose qui vient nous questionner sur ce changement-là. Il y a un changement. Après, on le met dans différentes strates selon comment on a envie de le travailler. Mais c'est surtout intéressant aussi, ce qui est intéressant dans la tradition, on pourrait dire c'est la tradition égyptienne, hein, c'est la tradition première qui vient de l'Atlante, mais ça nous amènerait loin, en tout cas qui a été transmise. C'est ces changements de paradigme. Enfin, on change de paradigme pour revenir à un paradigme qui était déjà connu. C'est ça qui est intéressant. Et on parle d'une théologie, certains parlent de théologie scientifique à l'heure actuelle. Comme on n'oppose plus science et tradition. Hein, il y a des gens qui ont ouvert peut-être un peu trop tôt, il y a 15, 20, 30 ans, qui ont ouvert, et maintenant je pense qu'il faut continuer. Mais c'est chacun en soi, ce changement-là. Et la révolution, elle est, je pense, au niveau analytique, en tout cas c'est la posture analytique qu'on va avoir, c'est une révolution intérieure. Et après, l'autre, cette révolution, comment il nous l'a fait passer, c'est un peu... Mais c'est ces changements de paradigme. Et nous, on vient interroger, je crois que les élèves analystes en dernière année, là, comment adapter les théories analytiques à l'heure actuelle. Elles ont eu leur importance, mais comment elles viennent changer, parce qu'on mute.
après, on pourrait parler de plein de façons de cette mutation-là. Mais c'est quand même très intéressant, c'est quand on passe par la tradition qui n'a jamais été autant actuelle que maintenant. Et c'est vrai qu'en vous écoutant tous, tout le monde a des niveaux et des sensibilités différentes, on a travaillé ça. Et c'est le sujet, c'est l'individuation. Après, on sait, voilà, l'axe d'individuation d'Adrien, il est là. Moi, il le sait ou il le sait peut-être pas, mais j'aime bien passer par Adrien pour expliquer IFI des moments, je dis parce que, voilà, je pense qu'il peut être élève analyste qu'à IFI, mais il a complètement sa place à IFI. Parce qu'on est tous différents et on essaie de créer quelque chose et quel changement chacun on peut apporter à l'autre. Et c'est vrai que peut-être la révolution sur l'extérieur, elle est peut-être aussi caduque à l'heure actuelle. Quelle révolution on peut faire en soi, enfin j'en sais rien, voilà. C'est tout ça. Mais c'est vraiment remettre aussi cette tripartition qui pour nous est très importante à IFI et surtout comment l'autre dans ses propres changements et mouvements, qu'est-ce qu'il peut nous faire comprendre aussi. Et c'est ça qui est important. Et je crois que bon, après, je vais arrêter, mais tu me faisais penser à ça. Il y a 15 jours, j'arrive avec un analysant, j'ai écouté la radio là, en venant dans ma voiture. Je suis venu en scooter parce que j'ai pas la voiture. Mais putain, ça fait 30, 40, 50 ans que j'entends le même discours, quoi. Et en même temps, mais il y a plein de gens qu'on commence à entendre il y a du discours nouveau qui se crée. Et je crois que c'est celui-là qu'il faut qu'on accompagne. La personne, mais fini si tu veux. Merci. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus rapide sur le côté politique, mais je vais quand même vous présenter une démarche qui est assez radicale, mais qui pour moi fait sens. Tout à l'heure, Dominique parlait d'émancipation. Donc c'est l'idée en fait de s'émanciper de sa personne juridique. Donc il y a des théories là-dessus qui s'appellent la fraude du non légal. Donc ça explore le sujet de manière très précise au niveau légal, administratif, droit, tout ça. Moi, je vais pas tellement explorer en fait ce côté-là. Mais ce que je retiens de ça, c'est que à notre naissance, donc on s'incarne dans ce corps, et quelques jours après est créée une personnalité juridique sous la forme d'un acte de naissance. L'acte de naissance, en fait, ça définit un contrat entre l'État et nous-mêmes. Donc voilà, c'est un contrat avec une société. Donc l'État, en fait, c'est une société qui a un numéro de SIRET, donc qui prospère grâce aux activités que j'ai mentionnées juste avant, avec lesquelles on peut être en accord ou pas. Et si on n'est pas en accord, on peut décider de s'émanciper de ça. Donc moi, quand j'ai vu cette idée, j'avais jamais pensé en fait. Ça a tout de suite fait sens pour moi. Et j'ai considéré que en fait, ce que je ne cautionnais pas, je ne souhaitais plus en fait y prendre part. C'est en fait pour moi une proposition. Si la proposition ne me plaît plus, je m'extrais de cette proposition. Donc personnellement, je me suis extrait de manière symbolique. Donc je considère ne plus faire partie de cette République française avec tout ce qu'elle génère. Voilà, pour moi, le mensonge, la dissimulation, c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait, et continuer à être associé à ça me pose des problèmes d'intégrité. Et je connais d'autres personnes qui ont été jusqu'à en fait matérialiser cette démarche par des lettres de sécession en fait adressées au plus haut de la pyramide. Donc le plus haut de la pyramide qui est connu, c'est le président de la République française. Voilà, c'est une démarche qui est assez radicale, mais qui pour moi fait sens dans l'idée justement de rester aligné avec soi-même. C'est juste au niveau du temps ou c'est bon? Ok. Je vais finir du coup pour ça marche, par proposer un fonctionnement en fait collectif qui me semble faire sens pour des sujets. Donc une fois qu'on a
qu'on est sur la voie de ce processus d'individuation. Bon, c'est un processus long hein, qui peut durer toute une vie ou plusieurs vies. Voilà, on essaie de reconnecter sa nature intérieure. Donc, il faut prendre conscience que la nature et sa nature, en fait, on parle de la même chose. On fait partie de la nature. J'aime bien aussi la phrase « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Ensuite, on va du coup aller vers le social. C'est important d'être sur cette voie d'individuation parce que si on vit le social sans faire ce travail, on va retomber dans les travers de la société en général, créer des codépendances, rejeter la faute sur l'extérieur, etc. Et un fonctionnement qui me semble très très intéressant, c'est le principe de stigmergie. Les organisations classiques qu'on peut voir en société, c'est en général soit basé sur la compétition. Donc la compétition, c'est souvent un modèle pyramidal avec des gens au-dessus, d'autres qui exécutent, et une perte d'efficacité par le fait que voilà, chacun veut tirer la couverture à soi et avoir plus de résultats en fait pour lui-même plutôt que pour le groupe. On peut dire que dans ce modèle-là, un individu en fait a le contrôle sur le reste du groupe. Un autre modèle qui est souvent opposé à la compétition, ça va être la coopération. La coopération, c'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps, il y a besoin de beaucoup de discussions, et souvent en fait l'intérêt du sujet va être un petit peu réduit par un intérêt du groupe en fait. Finalement, personne ne s'y retrouve forcément. Donc une autre solution, c'est la stigmergie. Ça vient des mots grecs thras et travail, et c'est inspiré du fonctionnement de certains insectes sociaux. Ce qu'on peut citer par exemple, c'est les termites. Alors les termites, elles font des immenses termitières. J'avais une photo d'une grosse construction en terre très, très sophistiquée. Elles peuvent faire 8 mètres de haut, c'est comme si nous on faisait des buildings d'1 kilomètre, et elles vont aussi à 52 km sous la terre. C'est très très organisé, il y a différentes températures, des mouvements d'air, elles font pousser des champignons, elles ont voilà, toute une organisation très très complexe, et ce uniquement en fait en étant chacune des travailleuses autonomes qui laissent des informations. Donc en fait les termites, elles vont aller mettre un petit peu de terre avec des phéromones, et une autre termite va être attirée par ça et aller construire au même endroit jusqu'à créer un immense édifice en fait qui a du sens sans qu'il y ait aucun plan préalable. Et ce fonctionnement il est pas mal utilisé par exemple dans l'informatique libre via l'open source. Les gens vont créer, j'ai presque fini, vont créer des modèles et des programmes que d'autres personnes vont pouvoir utiliser ensuite. Wikipédia par exemple, c'est un modèle qui fonctionne comme ça, chacun peut intervenir. Bon, après il y a des questions d'indépendance qui se posent aussi également, mais c'est un fonctionnement très intéressant. Après il y a deux conditions qui sont importantes pour que ça fonctionne. L'idée c'est déjà d'être d'accord dans une vision commune. Parce qu'imaginons que voilà, j'ai un terrain, je fais ça, et chacun va coopérer, et puis il y en a un qui va venir mettre des pesticides parce que ça lui semble bon. Donc il est utile d'avoir une vision commune pour pouvoir mettre en œuvre la stigmergie. Et ensuite, ça demande de faire confiance et de lâcher prise sur justement les projections, les projets qu'on peut avoir, parce que évidemment, autrui va avancer sur mon idée dans une direction que je n'avais pas pensée, mais qui probablement pourrait être plus constructive que ce que j'aurais pu faire par moi-même tout seul. Donc en faisant confiance à la vision commune, on arrive à des résultats qui vont finalement faire avancer l'humanité de manière la plus efficace possiblement. Voilà. Bon. Désolé, c'était un peu chaotique, mais j'ai fait de mon mieux.